Bonjour à tous et merci d'être à notre écoute et de nous regarder en direct sur notre page Facebook Live. Nous recevons aujourd'hui dans l'invité du jour de ce vendredi 7 mai Thierry Santa, président du 16e gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et président du Rassemblement. Thierry Santa, bonjour. Bonjour à vos auditeurs. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors c'est officiel, le haut-commissaire convoquera bien le 17e gouvernement calédonien mercredi prochain en vue d'en élire un président. Un engagement est d'ailleurs pris par le FLNKS en ce sens. Vous y croyez ? Vous savez, ça va être donc la 3e convocation que nous allons recevoir, que nous avons reçue, puisque vous l'avez dit, un mercredi à 10h, nous sommes le 17e gouvernement à nouveau convoqué pour élire le président et le vice-président. Dans l'état actuel des discussions, à ma connaissance, je n'ai pas le sentiment qu'il y ait encore un accord, mais d'ici mercredi, peut-être que les choses vont évoluer. Mais ce que je voudrais dire, c'est que ces 3 mois qui viennent de s'écouler, parce que ça fait 3 mois quand même que le gouvernement est tombé, oui. Jour pour jour, le 7 février dernier, m'ont apporté 2 enseignements finalement, quand on prend du recul sur ce sujet. Le premier enseignement, c'est que les indépendantistes, comme toujours, fonctionnent dans le rapport de force permanent. Ça a toujours été le cas avec nous, et ce que je constate, c'est que même entre eux, ils n'arrivent pas à sortir de cette posture, de ces postures, et de ce mode de fonctionnement. Et c'est plutôt inquiétant pour la suite. Mais on en parlera peut-être tout à l'heure. Bien sûr. On a une vraie différence de positionnement au-delà des personnes, entre M. Nepehoun, qui est plutôt quelqu'un de libéral, ancien président du MEDEF, et M. Mapou, qui lui a une vision peut-être plus collectiviste, on va dire, de la société. Mais au-delà de ça, moi, ce qui m'inquiète, c'est le discours qu'il a commun des 2 candidats de considérer le gouvernement comme étant un instrument de préparation de l'indépendance. Et là, je suis quand même très inquiet. L'expérience qui est la mienne maintenant me permet de dire qu'un gouvernement, c'est surtout un gouvernement qui est destiné à gérer le quotidien des Calédoniens et de tous les Calédoniens. Donc, comment on peut avoir cette logique-là et cet objectif-là en ayant une vision partisane au sein, en tant que président du gouvernement. En tout cas, moi, ça n'a jamais été mon cas. J'ai toujours essayé de faire en sorte de trouver des solutions pour le bien des Calédoniens, quel que soit. L'État va arrêter le budget de la Nouvelle-Calédonie, très probablement la semaine prochaine aussi, et dans lequel l'État, lui, n'a pas de vision. L'État, il est gestionnaire en la matière, il constate les recettes prévues de l'exercice, et en face, il met les dépenses, et les dépenses d'abord obligatoires, et ensuite, s'il reste de la marge, autre chose, en nous demandant notre avis. Bien sûr. Là, en l'occurrence, ce qu'on a fait, en l'occurrence, là, en l'occurrence, il reste pas beaucoup de marge. Je peux vous dire que l'investissement a été plus que divisé par 2. Tout à fait. Les subventions aux associations vont en pâtir parce que justement, les ressources ne sont pas suffisantes face au déficit lourd que la Calédonie connaît à tous les niveaux et en particulier au niveau du système de santé et du REAM, messieurs, vous le savez. Alors, autre sujet de préoccupation, Thierry Santa, la position du Front indépendantiste, on en parle, et son déplacement éventuel à Paris. Les postures ont un petit peu changé, puisque le comité directeur de l'UC étudiera demain cette proposition de déplacement, défendue notamment par des cadres du parti, alors que du côté de l'UNI, celui-ci reste effectivement sur ses positions de ne pas vouloir, dans l'état actuel des choses, rencontrer le ministre des Outre-mer à Paris. Qu'en pensez-vous ? Je pense que ça commence à être long. On n'a plus de temps à perdre. Les Calédoniens attendent que nous, responsables politiques, nous mettions autour de la table pour trouver une solution d'avenir, une solution de paix pour la Calédonie. J'ai assisté hier à la restitution de la consultation citoyenne que l'État a menée, et clairement, c'est cette volonté-là qui ressort de tous les sondages qui ont été donc menés dans le cadre de cette consultation citoyenne. Là, alors ça a été, rappelez-vous, d'abord ça a été le problème de l'usine du Sud. Donc ils ont quitté le groupe Le Prédo jusqu'à ce que le dossier du Sud soit réglé. Oui. Ça a été réglé. Maintenant, on demande un émissaire pour préparer le déplacement à Paris. Quand on sait le nombre de bilatérales téléphoniques en visioconférence qu'il y a eu par le ministre des Outre-mer, tout ça c'est des arguties qui ont pour objectif d'empêcher que la discussion se fasse et de gagner du temps. C'est comme ça en tout cas que je le perçois. Et donc par rapport à ça, je le disais, on n'a plus de temps à perdre. Soit on est capable de se mettre autour de la table et d'envisager une nouvelle solution d'avenir, de paix pour la Calédonie, soit on ne l'est pas, mais qu'on le dise clairement, et qu'on aille tout de suite au 3e référendum pour qu'on travaille
le lendemain sur ce projet en question. C'est ça que veulent les Calédoniens. Et c'est la raison pour laquelle il faut absolument que ce troisième référendum, si c'est un référendum binaire, que ce référendum se tienne en 2021. C'est ce que nous dirons à Paris, quand nous irons à Paris nous-mêmes, pour que les choses se fassent et que derrière on puisse commencer à travailler véritablement sur le vrai sujet qui est l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Et on va d'ailleurs y revenir également. Alors est-il de ce fait important pour vous malgré tout et pour le groupe, les loyalistes, de s'y rendre à Paris si justement l'un des signataires des accords maintient sa position? Et si oui, pour dire quoi? Au-delà de ce que vous venez de nous dire. En l'occurrence, donc je comprends que l'UC finalement envisage le déplacement à Paris. Pas tous. Alors, l'UC, oui. L'Union calédonienne, c'est ce que j'ai entendu et ce que j'ai pu lire, en l'occurrence dans le journal de ce matin, et ce que j'avais entendu par ailleurs. Donc c'est déjà une bonne chose. Mais en tout état de cause, même si les indépendantistes ne se déplacent pas à Paris, nous on a l'intention de dire à l'État ce que nous attendons de ce référendum qui doit se tenir le plus vite possible, en défendant toujours d'abord l'objectif qui a toujours été celui du rassemblement, de privilégier des référendums de projet plutôt que des référendums binaires. Mais si par malheur ça doit rester un référendum binaire, et bien à ce moment-là que les choses se fassent en 2021. C'est une manière aussi d'interpeller la classe politique nationale, ce qu'a fait le sénateur Frogier, on en parlera je suppose derrière, et donc c'est aussi une manière d'interpeller la classe politique nationale sur le sujet calédonien et expliquer à nos homologues nationaux que le dossier calédonien ne doit pas être instrumentalisé demain dans le cadre des campagnes nationales à venir. Je pense aux présidentielles, je pense aux législatives ensuite, et que si on a ça à l'esprit pour toujours essayer d'avancer de manière apaisée vers la recherche de cette solution de paix dont on a besoin, il faut que les choses se passent, encore une fois, le plus vite possible en 2021. Et puis avec une plus-value, puisque le président de la République sera également présent. Et clairement, il va d'ailleurs la différence. Il y a une rencontre avec le président de la République, il y a une rencontre bien sûr avec le Premier ministre, il y a des présentations que le ministre de l'Outre-mer va déjà nous envoyer des conséquences du oui et du non. Les Calédoniens attendent ces informations, ces éléments d'information pour le choix qu'ils devront faire si, hélas, encore, c'est un choix binaire. Donc c'est tout ça qui nous incite à nous déplacer à Paris et aller à la rencontre donc, des autorités nationales. Alors une parenthèse, Thierry Santa, beaucoup de Calédoniens s'interrogent, et notamment dans nos coups de gueule. Et oui, ils pensent que réduire à 7 jours le temps de quatorzaine pour les voyageurs vaccinés, arrivant d'ailleurs de métropole, n'est qu'un superfuge de nos élus politiques. Info ou intox, en but éventuellement de revenir plus vite et donc de pouvoir sortir plus vite de la quatorzaine. Alors expliquez-nous. Donc il faut juste quand même que les Calédoniens se souviennent qu'au mois de janvier déjà, j'avais annoncé, dès qu'on a commencé finalement notre campagne de vaccination, une réflexion sur la possibilité d'aménager notre protocole à l'entrée au bénéfice des personnes vaccinées. C'était avant l'apparition un peu de tous ces variants de plus en plus nombreux. Bien sûr. Et c'est la raison pour laquelle le projet a été mis en stand-by à ce moment-là, pour justement analyser les conséquences sanitaires de ces variants et la manière dont on pouvait malgré tout considérer que les vaccins actuellement utilisés étaient les plus pertinents. Et je vous confirme que c'est le cas. On a cette chance extraordinaire de bénéficier du Pfizer. J'ai pas d'action dans la société qui les produit. Le fait est que, scientifiquement, c'est celui qui est le plus efficace, à la fois sur la souche originale que sur les variants. Et notamment anglais. Et en l'occurrence anglais, qui est celui qui circule dans le Pacifique, principalement, mais même les autres, même le variant brésilien, le variant sud-africain, c'est celui qui protège le mieux les Calédoniens, enfin les personnes, et donc les Calédoniens, contre des formes de maladies graves, mais aussi, et un autre élément essentiel dans ma réflexion, c'est le fait que ces vaccins sont aussi ceux qui, scientifiquement, commencent à prouver que dès lors qu'on est vacciné, même si on est contaminé, parce que ça n'empêche pas la contamination, ça empêche les maladies graves, mais ça empêche surtout la contagiosité de la personne. Donc ça, à la fois, c'est quelque chose qui nous protège nous-mêmes, mais ça protège aussi les autres. Et c'est la raison pour laquelle à chaque fois, je m'énerve un peu contre ceux qui propagent des messages en s'appuyant sur la peur des Calédoniens anti-vax,
Pourquoi, pour quelles raisons on empêcherait les gens de se protéger les autres, de protéger nos anciens? Non, vous êtes fait vacciner, je veux dire, vous n'avez pas eu d'effet indésirable? Absolument aucun. Voilà. J'ai été le premier vacciné de Calédonie. J'ai voulu montrer l'exemple. Oui. J'ai la carte de vaccination 0001. Bon. Et je me porte parfaitement bien. J'ai eu aucune séquelle, aucun effet indésirable. Tout va bien. Et on va y revenir d'ailleurs, Thierry Santa. Moi, j'aimerais quand même qu'on revienne maintenant sur le sénateur Pierre Frogier et sur bien sûr l'avenir institutionnel. Il a donc fait une proposition qui permet donc aux provinces d'accroître éventuellement leur autonomie, à savoir que chaque assemblée de province soit élue selon son propre régime électoral, une régionalisation, à défaut de parler finalement de partition. C'est une bonne chose? Alors, parce qu'on a vu un petit peu le communiqué du rassemblement où vous avez félicité malgré tout la démarche de Pierre Frogier sans pour autant... Je rappelle quand même que Pierre Frogier a une légitimité politique que personne ne conteste. Bien sûr, oui. C'est le seul responsable politique calédonien qui a exercé toutes les fonctions, je dis bien toutes les fonctions électives, que ce soit maire, que ce soit président du Congrès, président du gouvernement, président de province, c'est le seul. Et à ce titre-là, l'expérience qui est la sienne l'autorise, le minimum, à réfléchir à l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Et c'est bien l'intérêt de sa réflexion et de sa proposition, c'est de mettre tout ça sur la table, de manière à ce que tout le monde maintenant s'en saisisse. Et c'est ce que nous allons faire, les loyalistes, puisque des réunions sont prévues dans les jours qui viennent, avant notre départ à Paris, pour finaliser cette proposition qui consiste à constater d'abord que le système actuel institutionnel ne fonctionne plus, en particulier au niveau du Congrès et du gouvernement, et je sais de quoi je parle, même quand on arrive à se mettre d'accord au gouvernement collégial, ce qui est déjà pas simple, quand on n'a pas de majorité, ni les uns ni les autres, on n'est même pas sûr que l'accord trouvé au gouvernement collégial soit porté par le Congrès de la Nouvelle-Calédonie, et c'est même parfois le contraire. Donc il y a vraiment un dysfonctionnement là de nos institutions qu'il faut revoir, qu'il faut remettre sur la table et qu'il faut réorganiser, d'une part. Et d'autre part, une volonté, et ça aussi ça a été exprimé par la consultation citoyenne, par les citoyens, de simplification, de répartition plus claire des compétences entre les différentes collectivités, qu'elles soient Nouvelle-Calédonie, province, voire communes. Et enfin, le troisième point, c'est cette nécessité de prendre en considération cette différence malgré tout qui existe en Nouvelle-Calédonie. Donc c'est plus, si j'ose dire, vis-à-vis de l'État, une façon de sensibiliser l'État sur la situation actuelle plutôt que de dire au final oui, allez, on y va. On part dans cette dynamique. Ça a été un moyen de mettre le débat sur la table, que ce soit au niveau national, c'est la raison de son choix de présenter ça au Sénat, mais ce faisant, il le met sur la table néo-calédonienne aussi, en parallèle, en même temps. Et ça permet de lancer le débat. Et je le disais, c'est aussi la proposition que Pierre fait et que j'accompagne sur la nécessité de redonner aux provinces la place qui doit être la leur, de manière à tenir compte de nos différences qui existent en Nouvelle-Calédonie. Moi, je l'ai vécu personnellement pendant la gestion de la crise, entre la province des îles qui prenait un certain nombre de décisions seule, la province nord qui finalement n'accompagnait pas toutes les décisions en matière d'enseignement, par exemple. Enfin, les aides économiques étaient différentes entre les provinces, donc il y a des différences qui existent et dont on doit tenir compte. Et l'idée, c'est vraiment de se rapprocher le plus possible finalement de la réalité du terrain, d'une part, et de maintenir la répartition aussi des responsabilités entre indépendantistes et non indépendantistes, de manière à terme à sortir de ce clivage permanent entre indépendantistes et non indépendantistes. Et juste une petite chose, si vous voulez bien. Toujours sur la consultation, parce que franchement, c'était très très intéressant ce qui a été présenté hier. Il y a des éléments généraux, communs, entre indépendantistes et non indépendantistes. En l'occurrence, cette volonté de continuer à vivre ensemble et de construire un destin commun. La volonté aussi de garder un lien avec la France, d'une manière ou d'une autre, partagée, bien entendu, côté loyaliste, mais aussi côté indépendantiste. C'est vraiment des points qui sont ressortis. Alors aussi le constat des inégalités sociales importantes, mais surtout, globalement, pas mal de points de convergence entre tenants qui ont voté oui à l'indépendance ou qui ont voté non à l'indépendance. Et ça m'amène à penser, et c'est quelque chose auquel je pense déjà depuis un certain temps, c'est qu'il y a une vraie déconnexion entre la population et les élus, et en particulier les élus indépendantistes, qui se complaisent dans ce clivage indépendance, non-indépendance. C'est leur fonds de commerce. Ils s'adressent uniquement à leurs plus radicaux de leurs sympathisants,
alors que le reste de la population et la majorité de la population veut une nouvelle solution, un nouveau statut institutionnel qui garantisse la paix en Nouvelle-Calédonie. Alors quand même, on a déjà du mal, si j'ose dire, à essayer de se faire comprendre entre côté loyaliste, côté indépendantiste. On va voir un petit peu ce que ça va donner lors de cette mission à Paris. Comment comptez-vous, on va dire, motiver les indépendantistes à accéder à cette démarche de régionalisation, sachant qu'il y a aussi des loyalistes dans le Nord, il y en a aussi dans les îles. Qu'est-ce que vous allez leur dire déjà d'une part, et puis on le voit aussi du côté du groupe loyaliste, puisque Génération NC a clairement fait savoir qu'il n'était pas pour ce genre de démarche. Vous savez, ça me permet, merci de me poser cette question, parce que ça me permet de dire une chose très claire. Hein. Dans la proposition de Pierre Frogier, il faut que les gens peut-être prennent le temps de lire la quinzaine de pages du livret qu'il a rédigé et de la déclaration qu'il a faite au Sénat. Avec une synthèse qui a d'ailleurs été faite par la suite. Voilà, et clairement, la première chose qui est dite, c'est cette proposition garantit l'unité de la Nouvelle-Calédonie. D'accord ? Premièrement, à aucun moment il parle de partition ou de régionalisation, comme vous dites, et au contraire, il essaye de se rapprocher le plus possible de la réalité du terrain, en mettant en avant cette capacité-là qu'ont les provinces et les communes, et moins forcément la Nouvelle-Calédonie, le Congrès ou le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Donc ça, je pense que ça nécessite peut-être encore plus d'explications. Il y a des points sur lesquels il va falloir préciser les choses. Et c'est peut-être ce dont a besoin les Générations NC, les représentants de Génération NC, avec qui on va échanger, hein, surtout ça, ils font partie des loyalistes, hein, pour essayer de trouver quand même ce projet commun qui sera porté par tous en se déplaçant à Paris, mais avec ces principes fondamentaux que j'ai décrits tout à l'heure. Est-ce que ça passe aussi par un problème, une renégociation de la clé de répartition, on en parle depuis des années, le fait aussi que démographiquement, on a aussi des personnes des indépendantistes qui sont aussi en province sud, on l'a remarqué. Comment vous allez pouvoir redispatcher un petit peu là? Ce sont tous ces points qui vont devoir être encore précisés. La question fiscale va devoir être précisée. Est-ce qu'on donne une capacité fiscale aux provinces, aux communes? Est-ce qu'on garde une capacité fiscale territoriale qui ensuite est répartie entre les différentes collectivités, ou est-ce que c'est un mixte de tout ça? Sachant que si on garde une capacité territoriale répartie aux collectivités, il est clair qu'on n'ira plus dans le sens d'une clé de répartition figée dans le marbre. Hein. On l'a supporté là, pendant les 30 ans qui viennent de s'écouler. Demain, s'il y a encore un système de solidarité entre les uns et les autres, ça va forcément être un système de solidarité évolutif, en fonction de l'évolution justement des populations, du nombre d'inscrits, ça peut être un critère hein, sur les listes électorales des provinces, enfin, plusieurs critères, comme c'est le cas dans la répartition aux communes. Il y a ce qu'on appelle le fonds intercommunal de péréquation qui est distribué aux communes proportionnellement à des critères de population, des critères de surface, des critères de kilomètres de route, des critères de nombre d'enfants dans les écoles. Tout ça, ce sont des critères qui permettent de définir le niveau de dotation de chacune des communes. Pourquoi pas imaginer un système un peu équivalent qui permette de tenir compte de l'évolution de chaque province demain. Et vous pensez que l'État va être favorable à cette démarche? On a vu un petit peu le discours du ministre des Outre-mer. Vous savez, si on va dans une négociation en adaptant notre projet en fonction de ce que vont penser nos partenaires adversaires, c'est pas la peine. Vous parlez de l'État. Hein, oui, mais je parle bien de l'État aussi, parce que l'État a aussi été adversaire des loyalistes. Enfin, il faut être objectif. Hein. C'est pas comme ça que ça se passe. On va dans une négociation avec un projet que nous portons. Les indépendantistes le feront de même. L'État, probablement, a aussi en tête quelque chose, même s'il ne nous le dit pas. Et puis ensuite, tout ça va être mis sur la table, il va être discuté, négocié pour trouver les points de convergence et la solution la meilleure pour l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Entendu. Sans transition, il nous reste pratiquement 4 minutes, Thierry Santin. On va parler bien sûr vaccination. 72 914 doses de vaccins Pfizer-BioNTech ont été administrées à l'heure où je vous parle. Donc vous êtes satisfait? Je suis très satisfait. C'est pas suffisant. Il faut continuer. Comment expliquez-vous un peu le revirement de la population à se faire vacciner? Alors, vous le disiez tout à l'heure un petit peu en introduction, il y a eu beaucoup il y a la campagne anti-vax de certains, là, et vraiment, j'arrive toujours pas à comprendre. Mais je pense qu'il y a eu aussi un peu un engouement, un moment forcément de la crise que nous venons de passer au mois de mars, et qu'aujourd'hui, les gens ont finalement retrouvé le caractère Covid-free ici en Nouvelle-Calédonie.
Nouvelle-Calédonie et donc se disent c'est peut-être moins urgent. Et moi, ce que je leur dis, et je le répète, c'est au contraire, c'est maintenant qu'il faut se faire vacciner. Puisque c'est en se faisant vacciner qu'on atteindra progressivement un niveau suffisant de protection collective pour envisager d'élargir encore plus finalement notre vie normale ici en Nouvelle-Calédonie, puisque ce qui reste, c'est les blocages des déplacements à l'extérieur. Et si un jour on veut envisager ça, c'est en protégeant d'abord nos plus faibles, d'où les priorités qui ont été définies, de privilégier des personnes d'un certain âge, plus de 65 ans, avec des maladies chroniques, quel que soit l'âge là en l'occurrence, et puis ensuite le reste de la population. Les plus de 50 ans. Probablement la semaine prochaine, dans une semaine, on avait acté mi-mai qu'on passait effectivement à plus de 50 ans, on baissait l'âge de 65 à 50, toujours ceux qui ont des maladies chroniques quel que soit l'âge, et petit à petit, progressivement comme ça, on va aller de plus en plus loin dans la population concernée. Et puis, on le rappelle également, un projet de délibération prévoit désormais de rendre la vaccination nécessaire pour l'exercice de certaines fonctions. C'est une délibération qui a été prise notamment mardi. En collégialité. On confirme, le gouvernement collégial donc, a acté cette délibération. Elle doit suivre maintenant tout le circuit législatif, c'est-à-dire les consultations, le CESE, Conseil de dialogue social, et ensuite c'est le Congrès qui va délibérer en finale sur la délibération elle-même. L'objectif, vous savez, l'objectif, c'est de renforcer encore notre SAS à l'entrée. Au regard de ce qui s'est passé dernièrement. Au regard de ce qui s'est passé, au regard de l'évolution sanitaire mondiale, et en particulier des variants plus contagieux qui arrivent partout dans le monde, le fait de renforcer ce SAS en faisant en sorte que les personnes qui exercent des métiers en contact avec les voyageurs, c'est-à-dire les personnes de la plateforme aéroportuaire, les plateformes portuaires aussi, les quatorzaines à l'hôtel, l'hôpital dans l'unité Covid de l'hôpital, toutes ces personnes-là, que ces personnes-là qui exercent soient vaccinées. Elles ont le choix, elles ne sont pas obligées de se faire vacciner. Elles ont le choix. Voilà. Moi, j'ai pas le choix. Mon rôle, c'est de protéger la population et donc de renforcer ce SAS. Donc, elles ont le choix. Elles ne sont pas obligées de se faire vacciner. Mais si elles ne sont pas vaccinées, elles ne pourront pas exercer ces fonctions-là. Donc, elles exerceront d'autres fonctions, mais elles ne pourront pas exercer ces fonctions-là. C'est l'objectif de ce texte, sous réserve maintenant qu'il soit adopté par le Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Et l'avenir nous le dira. Nous arrivons, Thierry Santa, au terme de ce rendez-vous. L'invité du jour, merci d'avoir répondu à cette invitation. Et merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis. Une interview d'ailleurs à retrouver en podcast sur le www.ocnfm.nc ou bien encore sur notre page Facebook. Très bon week-end. Salut. L'invité du jour. Voilà, l'invité du jour a